Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Média Pro. Tout de suite, nous allons donc vous dévoiler les sujets de ce soir qui seront abordés avec nous dans Média Pro. Le 38e sommet, en l'occurrence, de l'Union africaine fut un événement clé dans la consolidation, la coopération et l'intégration continentale en Afrique. Le sommet a réuni des chefs d'État et de gouvernement afin de susciter des enjeux politiques, économiques et sécuritaires qui attendent l'Afrique. L'Algérie, en tant que membre influent de l'Union africaine, a joué un rôle remarquable, mettant en avant sa politique de soutien à la paix, à la stabilité, mais également au développement durable dans ce continent. L'Algérie a également, lors de ce 38e sommet ordinaire, a brillé par sa présence dans la mesure où elle a pu décrocher la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine, ô combien importante après une élection. Donc l'Algérie a également brillé par la présence du président Abdelmadjid Tebboune qui a séduit par son franc-parler et son discours pragmatique au sein du MAEP, le mécanisme d'évaluation par les pairs. Ce sommet aura été donc particulier par la confiance que certains pays africains ont témoigné à l'Algérie, chose qui a suscité une campagne de dénigrement immédiate de la part du Maroc, ayant probablement très mal vécu l'élection algérienne décrochée haut la main. Retour, mesdames et messieurs, ce soir avec nos chroniqueurs sur les relents d'une campagne marocaine qui n'a jamais cessé contre l'Algérie. Bienvenue à Média Pro. Voilà, une fois que nous avons planté les décors, nous allons présenter nos chroniqueurs. Faisal Metaoui, chroniqueur donc à Al24 et surtout à Média Pro. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Leïla. Bonsoir Sofiane, qui est donc également producteur, mais également journaliste à la rédaction de Al24. Merci d'être avec nous. Merci. Alors monsieur, ça n'a pas été facile ces derniers jours. Au fait, l'Algérie a, si vous voulez, cumulé l'un après l'autre successivement des succès au sein de l'UA. On a vu que Abdelmadjid Tebboune a été présent et a été présent en force, c'est-à-dire que c'était pas une présence comme ça laconique, insipide, mais c'était une présence où très remarquée d'ailleurs, très surpris agréablement par ses pairs, puisque beaucoup de dirigeants africains ont loué justement la présence du président algérien, mais également, il faut pas non plus oublier et perdre de vue la victoire ou le fait que l'Algérie ait décroché la vice-présidence dans la personne de Melika Haddadi. Et là, ça a fait jaser Faisal Metaoui. Bien sûr, parce que même avant l'élection de Madame Selma Melika Haddadi, qui est ambassadeur d'Algérie en Éthiopie et représentante permanente de l'Algérie au sein de l'Union africaine, bien avant bien avant les élections ont duré en 7 tours. Je pense qu'il y avait 7 tours. Il y avait une candidate de Libye et d'Égypte qui se sont retirées, et puis restait la candidate marocaine. Bien avant la candidate marocaine, il faut noter qu'elle a été candidate à la dernière minute. C'était pas Madame. Égyptienne, je crois que c'était le 4 novembre, ils ont annoncé, le 4 décembre dernier. Alors que l'Algérie, ça fait plusieurs mois que Madame Haddadi est candidate à la vice-présidence de la Commission africaine, parce que c'est une commission importante, c'est l'instrument exécutif de l'Union africaine. Il y a eu une campagne d'ailleurs de la diplomatie algérienne menée depuis plusieurs semaines aussi par les ministres M. Attaf, le ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale de l'étranger, et des Affaires africaines, M. Chaïb, qui est donc secrétaire d'État chargé de la Communauté nationale de l'étranger, Mme Mansouri, secrétaire d'État chargé des Affaires africaines, et M. Meziane, Mohamed, qui est aussi ministre de la Communication, et qui a aussi été parce que M. Meziane est également un diplomate, dans cette campagne, parce qu'il fallait aussi discuter, proposer ce que l'Algérie voudra faire au sein de la Commission européenne à travers Mme Haddadi. Donc c'était vraiment un travail diplomatique sérieux. C'est pas un travail décidé à la dernière minute. Bien étudié. Absolument, contrairement à nos voisins qui ont décidé à la dernière minute, rien parce qu'il y avait une Algérienne. D'ailleurs, j'allais le dire. On se pose la question si ce n'est pas parce qu'il y a une Algérienne, donc tout le monde s'est déployé. Je pense parce que c'est pratique de la diplomatie marocaine, on les connaît déjà, c'est pas la première fois. Dans les instances sportives africaines, ils l'ont fait, ils l'ont fait au sein des instances onusiennes. À chaque fois que l'Algérie présente un rapport, qu'elle présente un candidat
ou une candidate pour un poste, il y a toujours les Marocains comme si... Ils se sentent en duel avec l'Algérie? Non, c'est pas juste pour je ne voudrais pas utiliser les termes par respect à nos amis téléspectateurs, mais juste pour essayer de bousculer un peu alors que la diplomatie algérienne n'est pas du tout conçue de cette manière. C'est une diplomatie de valeurs, c'est une diplomatie qui a des principes, c'est une diplomatie qui est basée aussi... Qui a des visions pour le Des visions pour l'avenir. L'Algérie travaille pour l'Afrique depuis très longtemps. L'Algérie est un membre fondateur... Ça date pas d'aujourd'hui. C'est l'Algérie est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, membre fondateur de l'Union africaine. Le Maroc a quitté l'Union africaine, rappelez-vous, parce que l'Union africaine a décidé de considérer la République arabe sahraoui comme membre. Et il est revenu, il est parti, il est revenu. Mais l'Algérie n'a pas ce rapport avec les organisations internationales, n'a pas ce rapport, j'allais dire, parfois d'agressivité et d'humeur avec les organisations. C'est une position constante. C'est une diplomatie qui est là, qui a travaillé. Et donc, le résultat, les pays africains ont décidé d'élire Mme Malika Salma Haddadi au poste de vice-présidente. Alors, vous avez vu comment il y a une ambiance de fête au sein dans cette salle d'Addis Abeba. Ça veut dire que la diplomatie algérienne, ce travail de profondeur, a donné des résultats. Oui, très bien. Alors, Sofiane, vous donc qui avez suivi quand même ce dossier de près, on voit que finalement il y avait de la concurrence et que cette élection, comme disait tout à l'heure, Faisal n'est pas venu de rien. Ça n'est pas, au fait, c'est un truc qui a été travaillé depuis longtemps. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas le problème, au contraire, j'allais dire. On a vu que il y avait 33 voix, donc c'est vraiment haut la main. Ce n'est pas comme s'il y avait une majorité contre une autre. Ce qui démontre que vraiment aujourd'hui, dans ce 38e sommet, l'Afrique a donné confiance en l'Algérie par ce vote. Au fait, c'est un vote sanction contre ceux qui n'ont pas été élus, et c'est un vote confiance pour ce qui est de l'Algérie, de la clairvoyance de l'Algérie, parce que ce n'est pas en la personne même de Malika Haddadi, c'est l'Algérie qu'elle représente. Alors, à mon avis, ce qu'il y a d'important à relever, c'est que l'action diplomatique algérienne a déjà déjoué toute une campagne de propagande et de désinformation qui a pris une ampleur jamais vue pour un sommet de l'Union africaine et pour l'élection notamment de la Commission africaine. C'est des inédits. C'est vraiment inédit. On a cette année, on peut même comparer ça à une attaque informationnelle de grande échelle qui a été orchestrée notamment par des laboratoires du Makhzen, ce n'est un secret pour personne, mais aussi avec des soutiens internationaux qui travaillent notamment sur, on va appeler ça comme il se doit, c'est-à-dire sur la guerre, sur la perception et la guerre informationnelle, qui ont essayé, si vous voulez, de saper le moral, non seulement des Algériens, mais je pense aussi des Africains. La guerre informationnelle, finalement. Exactement, c'est une guerre complètement de désinformation. On va dire que la victoire naturelle, à mon avis, de l'ambassadrice Aïcha Haddadi au poste de vice-présidente était attendue, vu que l'Algérie est un membre très très actif des différentes organisations panafricaines, que ce soit l'OUA comme l'a cité Faisal, ou l'Algérie a un rôle historique comme leader de la décolonisation et des mouvements de libération, parce qu'on rappelle que la création de l'OUA vient après les indépendances, où l'Algérie a joué un rôle central pour la décolonisation de tout le continent africain. L'Union africaine elle-même a été, si vous voulez, fondée par des efforts très fournis par l'Algérie, par d'autres grands pays proches d'Alger, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et surtout l'Éthiopie. Jouir de leur indépendance. D'ailleurs, sur la guerre des images, à mon avis, il y a une image qui a été très importante, ou deux images. D'abord, la centralité du président de la République lors de la photo de famille du sommet des chefs d'État. On a très bien remarqué que le chef d'État se trouvait au centre. Et il y a aussi, qui a vraiment marqué notamment les réseaux sociaux et qui a été commenté à l'international, c'est l'accueil et aussi le fait que le Premier ministre éthiopien, l'homme fort de la Corne de l'Afrique, Abiy Ahmed, a reçu le président de la République d'une manière particulière. Et il a conduit sa voiture. Voilà, exactement. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un signal important qui a été envoyé à l'image, que l'Éthiopie, qui est un grand État africain, tout comme d'autres États africains, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, considère l'Algérie comme étant vraiment une locomotive non seulement économique et politique, mais aussi, si vous voulez, un cœur battant historique de l'action africaine commune, ce qui n'est pas, par exemple, le Maroc, qui, bon, on va dire que historiquement, le Maroc a servi, si vous voulez, d'allié aux différentes compagnies coloniales, que c'est encore le cas. Il est considéré par au moins 42 États de l'Union africaine comme étant un pays expansionniste parce qu'il colonise toujours le Sahara occidental, qui est la dernière colonie d'Afrique, et la race qui est membre de plein droit de l'Union africaine. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une victoire éclatante de la diplomatie algérienne qui a déjoué d'une manière magistrale toute la propagande et la désinformation. C'est pour ça que je disais vraiment,
Boutaoui que c'était vraiment un acte de confiance, c'est-à-dire que on a voté pour une Algérienne parce qu'on a voté pour ce qu'on appellerait la voie de la raison, parce qu'on sait que le travail algérien qui a été accompli par les autres diplomates par le passé jusqu'au jour d'aujourd'hui est très édifiant et il a rapporté ou l'a ramené ses fruits. Donc automatiquement, alors que peut-être pour d'autres, on a vu qu'il y avait vraiment des controverses. Donc finalement, l'Algérie se positionne en pole position, on va le dire, met en pole position. Parce que l'Algérie, sans bien parler de centralité, oui, cette centralité du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui est très respecté par ses pairs en Afrique. D'ailleurs, c'était le président. D'ailleurs, beaucoup disaient qu'ils étaient vraiment agréablement surpris de sa présence au sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est un mécanisme important qui relève du NEPAD, donc de la nouvelle initiative africaine. Et d'ailleurs, l'Algérie est membre fondateur du MAP avec le Sénégal, le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est des pays leaders en Afrique. Et la diplomatie algérienne est respectée parce que ce n'est pas une diplomatie agressive. C'est une diplomatie qui travaille avec les Africains, pour les Africains. Ce n'est pas une diplomatie expansionniste. Expansionniste, qui n'est pas du tout agressive, qui ne change pas d'avis du jour au lendemain. Un jour, je suis au sein de l'Union africaine, je l'attaque, je vais l'insulter, puis après, je vais revenir. C'est pas sérieux que ça, comme les États sérieux ne fonctionnent pas de cette manière, et les politiques extérieures ne fonctionnent pas de cette manière. Et donc, ce vote pour Mme Salma Haddadi, effectivement, c'est un vote de soutien à l'Algérie, parce que les partenaires africains, les membres de l'Union africaine, savent que l'Algérie, au sein de la Commission africaine, peut faire bouger beaucoup de choses. Parce que là, il y a un sentiment général au sein de l'Afrique, partagé par la jeunesse africaine, panafricaniste. Il y a des leaders maintenant d'opinion, des journalistes, des écrivains, des universitaires, des chercheurs, qui sont tous d'accord que l'Afrique doit prendre en charge réellement et sérieusement son sort. Et les Africains savent bien que l'Algérie, qui a souffert de 132 ans de colonialisme, qui sait exactement ce que c'est la souffrance, ce que c'est que la spoliation, que les pillages, etc. Et d'ailleurs, l'une des thématiques du sommet d'Addis Abeba, c'est la réparation. Donc, ils savent bien que la reconnaissance. Réparation des crimes du colonialisme et de l'esclavage. L'esclavage, parce que les Européens, les Occidentaux n'ont jamais reconnu une bonne partie pour eux, du moins pour la France. Vous savez, Leïla, vous avez animé il y a quelques jours. C'est la seule qui n'a pas reconnu, par exemple, la Belgique, ils ont plus ou moins fait leur. On ne va pas dire mea culpa, mais bon. Il y a des petits pas qui sont. Voilà, des tout petits pas qui sont quand même accomplis. L'Italie avec la Libye, la France avec le Madagascar, à un moment donné. Mais je disais, Leïla, que vous avez animé il y a quelques jours sur Al 24 News un débat sur les explosions nucléaires, parce qu'il faut bien qu'on change les thématiques. Faire les liens. Les explosions atomiques françaises dans le sud algérien, 17 explosions. À ce jour, la France n'a pas remis les cartes, n'a pas remis les lieux où les déchets sont enfouis. Il n'y a même pas de reconnaissance de ces crimes, d'où cet appel du sommet africain, parce que les anciens colonisateurs doivent d'abord reconnaître et également doivent restituer ce qu'ils ont volé, parce qu'il faut utiliser le terme. Ils ont volé des biens culturels, ils ont posé des richesses, ils ont pris des archives. Les Français, quand ils sont entrés à Alger, il y avait des palais. À Londres ou ailleurs. Oui. Et ailleurs, ils ne veulent pas les restituer. C'est un pillage. Donc les Africains, maintenant, il y a une conscience qui est très importante. C'est pour ça que les Africains font confiance à l'Algérie, parce que la voix de l'Algérie est entendue dans le monde. Vous avez vu comment l'Algérie, qui est membre non permanent du Conseil de sécurité au sein de l'ONU, comment elle a fait faire bouger beaucoup de choses, notamment le mois de janvier lorsqu'elle a assuré la présidence. Donc les Africains savent que l'Algérie peut être un acteur très dynamique en Afrique et dans le monde pour porter haut la voix de l'Afrique, notamment sur ces questions de réparation. Il y a aussi un autre élément important au Conseil de sécurité. Exactement. Il y a aussi d'ailleurs un autre élément qui est lié à l'action algérienne au Conseil de sécurité, à l'action africaine de l'Algérie, c'est le volet de la lutte contre le fléau terroriste. C'est-à-dire que l'Algérie et le président de la République sont les champions de la lutte antiterroriste au niveau continental. Lors de la présence algérienne. Exactement. D'ailleurs, le mécanisme d'Alger pour la lutte contre le financement du terrorisme a été plébiscité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait que le continent africain souffre beaucoup de ce fléau qui est conjugué à d'autres fléaux comme la pauvreté, par exemple. Comme la pauvreté qui constitue vraiment le terreau du terrorisme. Et surtout, il y a une approche algérienne de lutte et de combat contre le terrorisme qui associe à la fois l'aide au développement économique et aussi l'assistance humanitaire d'urgence pour permettre, si vous voulez, aux populations qui souffrent
de ce fléau, de pouvoir souffler, de pouvoir s'organiser et de pouvoir essayer d'atténuer, si vous voulez, les sources d'approvisionnement de ce fléau qui est très important. Pour revenir aussi au traitement médiatique, malheureusement, le terrorisme reste pour l'instant, ou en tout cas ces dernières années, la principale prisme informationnelle qu'utilisent les médias internationaux pour parler du continent africain. Et donc la lutte contre ce fléau est très très importante. Et l'Algérie, comme je le disais, vraiment à l'avant-garde de ce dossier-là, non seulement au niveau sécuritaire et militaire, si vous voulez, mais aussi au niveau économique, développemental et au niveau social, si vous voulez, de par des politiques de solidarité, de fraternité avec les peuples africains, ce qui est très important et ce qui marque des points décisifs, je pense. Oui, pour essayer un petit peu de, si vous voulez, de faire sortir cette population enclavée par la pauvreté, et comme vous le dites, par les besoins humanitaires, d'être sous les crocs de ces groupes terroristes. Messieurs, donc on va voir ensemble notre vice-présidente au sein de la commission de l'UA qui a fait sa première déclaration à la télévision éthiopienne tout de suite et on revient donc pour poursuivre notre débat. سعادة السفيرة شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة لإجراء هذه المقابلة شكرا لكم سعادة السفيرة في البداية كيف تقيمون العلاقة الإثيوبية الجزائرية في البداية؟ شكرا لكم وفي البداية طبعا أود أن أرحب بقناة فانا في سفارة الجزائر بأديس أبابا وأشكركم على الفرصة القيمة لإجراء هذا الحديث للتحدث عن قضايا وتطورات العلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا وهذا ما يقودني إلى الرد على سؤالكم الأول طبعا تقييم العلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا هي طبعا تقييم جد إيجابي كون العلاقة بين البلدين الشقيقين علاقة تاريخية تعود إلى الستينات بعد استقلال الجزائر سنة 1962. Voilà, je pense que tout a été dit, Sofiane. Finalement, c'est-à-dire que on a vu que finalement, à chaque fois qu'elle accordait donc un entretien, elle disait que finalement, c'est le travail de tout le monde, que toute l'Afrique, c'est tous les Africains qui doivent travailler en concertation. Et c'est aussi l'intérêt porté par les médias africains au rôle algérien aujourd'hui qui est en train de, c'est un rôle axial, Faisal Metaoui. Absolument, parce que je pense que le moment est venu de renforcer la relation avec les médias africains. Et je citerai, si vous voulez, des déclarations faites par M. Baran Diaye, qui est directeur de la Maison de la Presse de Dakar, au Sénégal, et qui était ici à Alger dans un forum organisé par nos confrères de Africa FM, qu'il a signalé l'urgence de mutualiser les synergies entre États africains pour bâtir de véritables groupes médiatiques en Afrique, afin de se réapproprier la voix africaine récupérée, selon lui, par des blocs médiatiques étrangers. C'est vrai qu'on constate que les médias en Afrique sont... il y a beaucoup de groupes français, allemands, britanniques, turcs et d'autres pays, émiratis, qui sont présents, qui récupèrent aussi la voix africaine, qui la réorientent, qui attaquaient certains pays, dans l'Algérie, parfois, etc. C'est pour ça que travailler ensemble dans cet état d'esprit important, c'est les Africains qui veulent renforcer leur souveraineté, parce que la souveraineté, c'est pas uniquement la politique. La souveraineté, c'est les médias, c'est l'agence, par exemple, de notation, du crédit, qui a été créée aussi à la faveur du sommet africain. Oui. Et les déclarations de Madame Malika Salma Haddadi à la télévision éthiopienne sont importantes, parce que je pense que le moment aussi est que nos responsables algériens, nos chercheurs, nos écrivains, nos intellectuels, etc., s'adressent aussi aux médias africains, qu'il y ait aussi des échanges. Albert 4 News est une chaîne internationale qui est en train de s'installer dans le paysage médiatique arabe, africain, méditerranéen et mondial. Dans le futur, devrait, à mon avis, renforcer des relations avec nos confrères, avoir des correspondants aussi en Afrique, parce que c'est comme ça qu'on peut récupérer l'information, parce que les agences de presse, etc., et on reviendra tout à l'heure sur la déclaration de M. Mohamed Mouziane, ministre de la Communication, par rapport à ça,
par rapport aux attaques contre l'Algérie. On en a parlé, Leïla, il y a deux émissions déjà sur ça. Le renforcement de ces médias dans ce monde de son sud global qui émerge, qui est en train aussi de s'élargir, de faire bloc. Pourquoi pas avoir aussi de grandes relations et de contributions avec des médias sud-américains? Parce que je sais, Sofiane connaît un beau, il y a des télévisions, des médias très solides en Amérique du Sud. Pourquoi pas qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des informations pour un peu échapper cette même mise des grandes agences internationales d'information. C'est le moment je pense, c'est le moment de poser ce débat. Oui, et bien justement, oui, je vois que vous voulez absolument réagir vraiment aller par rapport à cette question. dans le sens, il y a un élément, à mon avis, très important. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un intérêt très important pour le rôle algérien. Il y a une image algérienne qu'il s'agit d'exporter et d'entretenir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des campagnes de désinformation qui sont vraiment massives et qui sont en train tout doucement de glisser vers des formes de guerre informationnelle de haute intensité. Et il s'agit vraiment de prendre très au sérieux l'importance de l'imbrication entre l'action politique diplomatique et aussi l'action médiatique. Je pense que l'interview qu'a accordée la vice-présidente de la Commission africaine à une télévision éthiopienne traduit aussi, si vous voulez, un volontarisme qui est nécessaire pour parler aux opinions publiques africaines et aussi la nécessité de coordonner, si vous voulez, des actions médiatiques en commun. Je sais qu'il y a un intérêt important algérien pour déjà créer des bureaux partout en Afrique pour avoir plus de représentativité, plus de visibilité, mais aussi, si vous voulez, intensifier la coopération avec différents médias africains pour produire de l'information qui serait aussi indépendante. Parce que l'un des objectifs de ce sommet, c'est vraiment la concrétisation de la souveraineté et de l'indépendance africaine. Et il y a aussi, au-delà de la souveraineté alimentaire, économique, politique, il y a aussi une forme de souveraineté médiatique très importante, vu que pour l'instant, on dépend toujours de grandes agences internationales qui ont des intérêts particuliers qui sont les intérêts de leurs contributeurs, de leurs financiers. On se rappelle d'ailleurs, on est encore dans une forme de guerre médiatique très importante avec l'extrême droite française et avec certains lobbies oligarchiques médiatiques qui n'arrêtent pas, qui redoublent d'efforts pour essayer si vous voulez, de diaboliser l'image de l'Algérie, mais c'est le cas aussi pour toute l'Afrique, pour le monde arabe. En général, il y a des stéréotypes, il y a des clichés qui sont à chaque fois diffusés. Et il s'agit vraiment de redoubler d'efforts, d'intensifier les efforts pour mener, si vous voulez, à bien les efforts sur le front médiatique. Il est temps peut-être aussi que l'Afrique soit décrite par elle-même, soit vue par elle-même, au lieu d'être vue par un prisme occidental complètement péjoratif. Péjoratif, vous avez raison, l'Afrique devrait reproduire ces images. Parce que qu'est-ce qu'on voit depuis des années, depuis qu'on était petit, on voit pratiquement les mêmes images sur l'Afrique. Des personnalités, des enfants pauvres, des familles pauvres, des populations qui sont sur les routes, qui quittent leur village, la violence, la pauvreté, la guerre, c'est pas ça l'Afrique. La pauvreté, la misère. C'est le berceau de l'humanité. L'Afrique est beaucoup plus grande que ça. C'est une grande civilisation, c'est de la culture, c'est là où les humains se sont développés. Au contraire, peut-être. C'est la richesse. C'est l'homme africain. C'est l'avenir même économique. Actuellement, tous les économistes sont d'accord. L'avenir du système économique mondial, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'histoire et l'Afrique, c'est le futur. Et la raison, c'est et l'homme africain, contrairement à ce que disait un certain président français Nicolas Sarkozy, il a fait l'histoire. Il n'est pas rentré dans l'histoire. C'est lui qui a fait l'histoire et c'est l'autre homme, c'est l'Européen qui a tardé à entrer dans l'histoire parce que l'Européen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exporté les guerres, il a exporté la désolation, le pillage, etc. vers l'Afrique et vers d'autres continents. Le néant. Le néant, absolument. Donc c'est pour ça que ce que disait Sofiane est important. La souveraineté médiatique aujourd'hui, elle est très importante et c'est tant mieux de le faire entre Africains. Et il y a un lien aussi organique important entre la diplomatie et la communication et l'information. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait le ministre de la Communication algérien récemment. Je pense qu'on va l'écouter bientôt. Tout à fait. Et c'est important aussi de développer ce lien organique entre l'action extérieure, l'action diplomatique et aussi l'action médiatique, informationnelle et aussi culturelle, voire par la production cinématographique intensive. Oui. Justement, tout ce qui peut servir, tout ce qui peut aller, Sofiane Faisal, tout ce qui peut aller donc à redonner à l'Afrique sa véritable image. Je ne vais pas dire reluire parce que de toute façon, c'est surtout que même son image réelle n'a pas été donnée, la vraie. Donc finalement, pourrait ou serait le bienvenu, que ce soit par le cinéma, que ce soit par les médias. La littérature aussi. Voilà, la littérature surtout. Et Dieu sait que la littérature africaine est très riche. Absolument. Très riche. Alors, monsieur, on va passer donc un petit peu à notre volet médias et diplomatie. Et on avait annoncé la couleur au début de notre
débat sur le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait dans ce 38e sommet a été plus ou moins apprécié par certains. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas être apprécié, c'est surtout être percutant et être vrai avec soi-même. Donc finalement, l'Algérie est, qu'on le veuille ou non, donc campagne de grand dénigrement médiatique de la part du Maroc, qui peut-être... Et l'extrême droite française aussi. L'extrême droite française. Aussi des milieux sionistes. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est très facile aujourd'hui de faire le lien. Alors, même le ministre de la Communication donc algérien a évoqué cet aspect entre la diplomatie et les médias. Je crois qu'on va d'abord l'écouter pour ensuite terminer sur cette même lancée. Je viens d'un champ qui est celui de la diplomatie. Et ce champ a un lien organique avec la communication. La diplomatie est le mécanisme qui permet la création de tout ce qui est commun et conjoint entre les États et les organismes, et ce, via l'utilisation des moyens de coopération divers. Les mécanismes sont très nombreux. Par exemple, s'il est nécessaire qu'on négocie, on négociera afin de permettre la construction de consensus, de créer du lien et d'agir de concert. La communication, pour sa part, est le domaine principal qui se caractérise par l'art de la production du commun et de ce qui est partagé. C'est là le sens étymologique du mot communication. Donc, on est même rentré dans l'explication étymologique de ce qu'on appellerait aujourd'hui communication. Faisal. Oui, absolument, parce que là, on est, comme souligné tout à l'heure Sofiane, on est dans les guerres de 4e, 5e génération, qui s'appuient justement sur la communication. C'est très dangereuse, et la communication. C'est tant mieux que le ministre, M. Mohamed Mouziane, qui vient de la diplomatie, il a été directeur au ministère des Affaires étrangères. Il a été également ambassadeur aussi. Il a été ambassadeur notamment et au Japon aussi également. Et là, je pense qu'il a exercé aussi au Maroc par le passé. Donc il connaît très très bien les médias marocains et comment ça fonctionne. Et donc cette conférence donnée par l'université, je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est très rare que des ministres prendre des conférences à l'université, c'est tant mieux que... C'est très louable. Parce que M. Mohamed Mouziane est un professeur de communication, il a été aussi enseignant à l'université. Oui. C'est tant mieux parce que là, il faut commencer à faire ce genre de travail. Il est important. Il est important parce que M. Mouziane s'adressait aux étudiants, parce que c'est les étudiants et les jeunes qui subissent les trolls, qui subissent des manipulations. Il y a aussi un travail qui va se faire dans le futur par l'État algérien justement sur les réseaux sociaux, parce que je pense que l'Algérie, qui a beaucoup de compétences, qui a beaucoup de cadres, beaucoup de journalistes de qualité, des chercheurs, des analystes, on devrait peut-être investir un peu plus sur ces réseaux sociaux, parce que c'est là où la bataille est en train d'être menée. Vous avez vu comment, à la faveur du sommet africain, comment il y a eu des attaques qui ne sont pas arrêtées, et ça ne s'arrête pas. Jusqu'à la dernière minute. Je veux dire, les formes de liesse algériennes ont été critiquées. Hein. Absolument. On n'a rien lâché. Ouais, une campagne de désinformation constante. On se mêle de tout, parce que si vous voyez ce que font les trolls, oui, on se scrutés. Même la politique nationale intérieure, elle est commentée. Donc, je pense qu'il faut aller voir, j'utiliserai peut-être un terme militaire, à la contre-offensive, parce que là, il y a quelques jours, il y a un sommet à Paris sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle était... Juste après la page publicitaire, et on revient. Gardez l'idée. Oui, gardez l'idée. Alors, messieurs, on revient sur le plateau. Faisal Matawi, on termine de là où on s'est arrêté, c'est-à-dire par rapport à cette intelligence artificielle. Absolument, parce que l'intelligence artificielle, à mon avis, va être utilisée dans le futur de plus en plus pour justement fabriquer des histoires qui n'ont jamais eu lieu. Et les instruments d'attaque contre des pays comme l'Algérie, parce que l'Algérie subit des attaques multiformes. Il y a plusieurs relais qui pensent ces attaques. Il y a l'antisionnisme, parce que l'antisionnisme n'a jamais pardonné à l'Algérie d'avoir tout fait pour la chasser de l'Union africaine, parce qu'il faut noter qu'on a tenté de faire entrer l'antisionisme au sein de l'Union africaine, l'Algérie et l'Afrique du Sud, parce que c'est des pays qui savent que ça veut dire le colonialisme, et l'antisionisme est une puissance coloniale, et l'apartheid exactement. Donc l'intelligence artificielle, à mon avis, va être utilisée, et c'est pour ça qu'on devrait
l'armée en Algérie se préparer un peu plus. Être vigilant, former aussi les jeunes pour ça, former une certaine conscience. Une génération pour faire attention, parce que on peut utiliser votre visage Leïla, et vous allez parler, et les gens ils vont croire que c'est Leïla, même votre voix elle peut être copiée. Oui. On l'a vu d'ailleurs, ça va être utilisé, et les gens, peut-être s'ils ne sont pas prémunis. Il sera très difficile de démentir, je vais dire par la suite. Oui, mais si les gens ne sont pas, les publics, surtout les publics jeunes, s'ils ne sont pas prémunis, s'ils ne savent pas ça, ils peuvent être manipulés. D'où la nécessité pour nous, en tant que médias, en tant que journalistes, en tant que spécialistes des questions de communication, de se préparer à ce futur. Et c'est pour ça que je pense que le ministre, M. Mohamed Mziane, on a parlé lors de l'intervention à l'université, parce que c'est très important, parce que ça va augmenter doucement. Alors, on a vu avec l'épisode de Pegasus, comment on a entendu les gens, on a espionné, etc. On a écouté au téléphone, etc. Et comment ça a failli créer, même si on a tout fait pour étouffer l'affaire, parce que c'est un logiciel qui vient d'Israël, bien antisioniste. Tout à fait. Et donc tout ça, dans le futur, je pense que ça fait partie des nécessités, j'allais dire, des nouvelles réponses, des nouvelles défenses qu'il faut créer pour se prémunir contre ça, parce que ça peut créer des problèmes dans les pays. C'est-à-dire se mettre au diapason de ce qu'exige la technologie de nos jours. On ne peut plus se permettre de rester en recul et en arrière, alors qu'on a vu que toutes les attaques qui ont été faites contre l'Algérie étaient quand même dotées d'une grande, je dirais, expérience, d'un grand truc, d'une expertise, voilà, technologique, voilà. Alors, on a remarqué, notamment depuis la guerre en Ukraine, qu'il y a vraiment une évolution sur le front informationnel, c'est-à-dire qu'il y a une évolution sans précédent. Avant, si vous voulez, les moyens de communication, l'information servaient un peu d'accompagnement ou de faire valoir pour accompagner des tactiques d'ordre politique, militaire ou sécuritaire. Oui. Actuellement, notamment avec l'évolution de la guerre en Ukraine, l'agression et le génocide contre Gaza, on a remarqué une forme d'industrialisation de la désinformation. D'ailleurs, un des cas les plus éloquents qui ont illustré cette industrialisation, c'est l'affaire Rachid Mbarké sur les médias français. Je rappelle un peu ce que c'était. Rachid Mbarké était un présentateur marocain de BFM TV, à l'époque première chaîne de France en matière d'audimat. Et une enquête a révélé qu'il y avait une société industrielle qui s'appelait Team George, qui était une société qui produisait massivement de la désinformation, non seulement des contenus de désinformation et de mésinformation pour tromper l'opinion publique, non seulement pour la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette entreprise est dirigée par des anciens du renseignement sioniste et qu'elle produit vraiment des millions de données et de contenus. Elle existe toujours. À la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les télévisions, radios et différents supports médiatiques, on va dire conventionnels. Oui. Et donc, il y a vraiment un passage vers une industrialisation de cette technologie, de la désinformation, et aussi une instrumentalisation directe à des fins de déstabilisation, voire à des fins, si vous voulez, carrément tactiques, de l'information et de la désinformation. Ce qui était important, à mon avis, aussi dans la communication, dans la conférence magistrale qu'a donnée le ministre de la Communication, c'est l'aspect d'analyse scientifique du secteur de l'information, de la communication et plus généralement de la production d'idées. Oui. Il était important d'analyser objectivement la situation afin de permettre, si vous voulez, d'échafauder une stratégie nécessaire. On a remarqué, notamment via la volonté très forte du président de la République, un aménagement du secteur des médias dans le sens de sa modernisation. Il y a la loi sur les médias qui a été adoptée, qui est entrée en vigueur. Il y a une nouvelle loi sur l'audiovisuel aussi qui a été adoptée, qui est entrée en vigueur. Il y a une loi sur la production cinématographique qui est vraiment un outil très très puissant pour, si vous voulez, la résistance, on va dire, idéologique, qui aussi est entrée en vigueur, et beaucoup d'initiatives qui ont été mises en œuvre. À mon avis, la carence, c'est vraiment de créer des synergies et des jonctions nécessaires pour permettre d'échafauder des stratégies, peut-être via la création de mécanismes collaboratifs. D'ailleurs, le ministre en a parlé, aussi par la formation, si vous voulez, des journalistes et aussi de tout le personnel qui travaille dans le secteur informationnel
aussi aux différents dangers. Faisal a parlé de Pegasus. Je rappelle qu'il y a des milliers de journalistes à travers le monde qui ont été la cible de cyber-répression. D'ailleurs, certains ont déposé plainte contre le régime du Makhzen et contre d'autres régimes qui ont utilisé cette technologie. Beaucoup disent que finalement, c'est parce que si le Premier ministre espagnol a changé de cap, c'est parce qu'il a un fil à la patte, qu'il aurait donc été traqué. Bon, tout le Même le président français a été... Finalement, c'est un moyen de faire pression aussi. Oui, et de aussi sur les journalistes, pour faire du chantage, pour éventuellement... Parce que faire taire. Il y a deux méthodes, notamment qu'utilise le Makhzen, c'est le chantage et la corruption directement, c'est-à-dire moyennant en finance. D'ailleurs, il y a une autre affaire. Oui, l'affaire des mallettes. Il y a une autre affaire qui a défrayé la chronique récemment sur les médias. C'est aussi une fake news qui a été diffusée par un site internet. On va y revenir, mais juste avant, j'aimerais bien qu'on continue avec ce qu'a déclaré donc le ministre de la Communication sur le fait que la communication et l'information soient devenues aujourd'hui un secteur stratégique à l'importance névralgique, monsieur. Je le dis aujourd'hui et vous devrez le diffuser sur les médias. Plus de 9000 journalistes à travers le monde travaillent à salir et à vilipender l'image de l'Algérie. Ils observent l'Algérie de près et œuvrent à la diaboliser et à ternir son image via la désinformation. C'est là que l'État intervient afin de soutenir les médias publics algériens dans leur mission. L'entreprise publique de télévision et Al24 News, la chaîne internationale, afin qu'elle puisse se hisser au rang qui est le leur. L'APS doit également prendre la place qui lui sied dans son espace naturel. Ces médias publics ont aussi besoin d'avoir des correspondants à l'étranger, des envoyés spéciaux ou des journalistes résidents permanents. Alors voilà, messieurs, la meilleure façon finalement de contrecarrer toutes ces attaques, c'est une armada, c'est une sorte d'armée médiatique qui est mobilisée juste pour, je dirais, ternir un petit peu, entre guillemets, et autres, l'image de l'Algérie, qu'elle soit diplomatique, sur le plan diplomatique, politique, sécuritaire. Et là, la meilleure façon finalement, c'est d'intensifier, si vous voulez, ce qu'on appellerait l'information réelle. Bien sûr, parce qu'il faut arrêter de subir. Ne pas laisser de place. Il faut pas oui, absolument. Il faut passer à l'offensive aussi. Il faut passer à l'offensive parce que ce qu'a dit M. Mzienne, il a raison, parce qu'on le constate quotidiennement. Quotidiennement, il y a des histoires, on peut même sortir des fausses informations qui sont reliées alors qu'elles sont complètement fausses. Je ne citerai pas l'exemple, mais ces derniers jours, il y a eu aussi un exemple de fausse information. Les fake news c'est devenu une industrie. Et peut-être la solution, et M. Mzienne l'a bien expliqué, la solution pour nous en tant qu'État, en tant que pays, d'abord c'est de renforcer la communauté médiatique nationale, c'est-à-dire qu'il faut avoir des médias de plus en plus forts, avec plus de moyens, il me semble. Et l'État algérien est en mesure d'assurer cela. Une chaîne comme Al24 News, une chaîne internationale, doit être consolidée. L'agence APS, Algérie Presse Service, également à travers des correspondants. La télévision algérienne, la radio publique nationale, notamment Efriqiya FM, qui est une radio à mon avis très importante parce que ça s'attend en Afrique, qui fait un excellent travail, qu'il faut aussi peut-être penser à créer de nouvelles radios qui s'adressent au monde arabe, à la Méditerranée, etc. Ça veut dire qu'il faut renforcer la presse nationale, la presse électronique aussi. Il faut qu'on ait des sites électroniques, parce qu'on nous attaque à travers des sites, parce que c'est rapide, etc. Il faut qu'on ait du site, il me semble, il y a beaucoup de journalistes qui sont en mesure de le faire. Donc il s'agit maintenant de ne pas se contenter de répondre, de dire qu'on nous a attaqué, parce que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. L'Algérie est attaquée pour plusieurs raisons. Un, parce que l'Algérie a une position honorable par rapport à la question palestinienne, par rapport à l'anticolonialisme. C'est une position qui n'a jamais changé. L'Algérie est passée à insister d'aller vers une souveraineté alimentaire, économique, commerciale, etc., en multipliant les partenariats avec des partenaires économiques européens, asiatiques, américains. La France a perdu beaucoup de positions dans le marché algérien, contrairement au passé. Et c'est normal que les hommes d'affaires qui possèdent les médias, parce qu'on sait qu'il y a au moins 9 ou 10 milliardaires qui possèdent les médias, je parle des médias privés, pas publics, et qui attaquent, comme le fait Vincent Bolloré. On en a parlé, Vincent Bolloré, il le fait pratiquement chaque jour à travers ces médias européens, ces news, parce qu'il a perdu des marchés en Algérie. Donc il faut, j'allais dire pas se préparer, mais il faut qu'on continue aussi de répondre et passer aussi à l'offensive. Nous aussi, on devrait aussi faire des articles critiques, bien sûr argumentés. Il ne s'agit pas de faire dans la propagande. Il faut être dans le journalisme. Parce que ce que font les médias, une partie des médias français, ces dernières semaines par rapport à l'Algérie, c'est
de la propagande. Ce n'est pas du tout du journalisme, c'est contraire à toutes les règles du journalisme. On attaque un État, un pays, un chef d'État, des institutions comme l'Armée nationale populaire, etc., sans aucun argument, sans aucun élément d'analyse, sans vérification, sans donner la parole. C'est pas ça du tout du journalisme, ça s'appelle de la propagande. Et ça, à mon avis, Leïla, je alors pense qu'il pas que ça nous va s'arrêter. reproche à nous, par exemple, médias du Maghreb ou médias africains, avec quand même, je dirais, du dédain pour ces médias. Il y a une sorte de dédain en disant que ce sont des médias de propagande parce qu'on se permet de faire quelques rectifications sur ce qu'ils font comme justement des désinformations, Sophie. Alors justement, j'aimerais citer aussi l'expérience qu'on a eu à mener déjà depuis le lancement de HAL24, où on a, si vous voulez, depuis plus de 3 ans, essayé déjà de montrer une image fidèle de l'Algérie, de ses évolutions au niveau politique, au niveau institutionnel, une image qui montre aussi le dynamisme de la société algérienne, mais aussi et surtout à mon avis, on a réussi à défendre une ligne éditoriale alternative face à un manque de crédibilité des médias masses internationaux qui ont, permettez-moi l'expression, perdu la face aux yeux de l'opinion publique internationale. Ça a été révélé de manière éloquente et éclatante avec le génocide atroce contre le peuple palestinien, aussi avec la guerre en Ukraine et avec d'autres cas, par exemple avec la pandémie de coronavirus aussi, qui a suscité beaucoup de critiques sur le traitement médiatique international. Le début du déclin. Ça, c'est pour l'expérience, si vous voulez, depuis 3 ans. Après, on a eu aussi à subir une attaque informationnelle jamais vue, je pense, et j'ose le dire, dans l'histoire de l'Algérie. La dernière attaque qu'on subit depuis de longues semaines, notamment menée par des médias oligarchiques, pour ne pas les citer, ceux de Vincent Bolloré, de l'extrême droite française et certains lobbies qui agissent d'une manière très concentrée pour nuire à l'image de l'Algérie, mais aussi pour, si vous voulez, essayer d'intenter à la stabilité d'une façon ou d'une autre, y compris en relayant de la désinformation et en démontrant une ignorance très profonde de la situation objective. On a eu à mener un peu ce que je qualifierais de guerre asymétrique, parce qu'il faut être franc, on n'a pas les mêmes moyens, mais on a réussi, en menant cette guerre asymétrique de guérilla médiatique, entre guillemets, en utilisant nos propres armes qui sont très simples. D'abord, la ligne alternative qui essaie de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. On s'est éloigné du deux poids deux mesures via le respect aussi de l'éthique et on a essayé d'analyser et de traiter l'information d'une manière objective et aussi au diapason des attentes et des aspirations de la majeure partie de la population mondiale qui aspire à changer les règles du jeu au niveau international parce qu'il y a un lien, on va dire, organique aussi entre les médias masses, la désinformation et aussi la situation politico-économique de monopole international de certaines puissances qui n'arrivent toujours pas à consentir à un monde multipolaire qui est nécessaire. Il y a un lien entre les deux. À des visions différentes, à des visions multiples. On n'est pas obligé d'avoir la même vision, certes. C'est pour ça que je disais que finalement, notre rôle, c'est de restituer à chaque fois. C'est comme quelqu'un qui déconstruit et l'autre qui vient quand même reprendre l'édifice pour essayer de faire quelque chose de clair et de cohérent. Parce que si on continue sur cette lancée, on va voir que tout est construit sur, comme disait donc Faïssa, sur un mensonge qui finit par devenir réalité, qui finit par devenir vérité. Il est temps aujourd'hui peut-être de rectifier, de restituer les choses dans leur contexte réel. C'est peut-être ça la différence entre certains médias et les nôtres. C'est la stratégie. Voilà, le mainstream et le média soucieux d'établir et de rétablir des vérités. Parce qu'il y a des médias, parce qu'ils ont peut-être une certaine nostalgie, c'est la stratégie de Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler. C'est exactement les mêmes techniques qui sont utilisées. On lance des mensonges et on les relaie. Vous savez que, sans qu'on parler de Pegasus, il y a une unité de manipulation au sein des services secrets sionistes israéliens, Mossad, qui s'occupe de ça, au 8200, qui travaille quotidiennement sur ça, et travaille sur des pays cibles. Il y a des pays qui sont ciblés, l'Algérie, l'Iran, la Chine, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Inde. Tous les pays qui ne se sont pas résignés, qui ont un autre discours. Pour reprendre un terme classique, les pays qui sont anti-impérialistes. Je ne voulais pas le dire, mais vous l'avez dit. Qui ont un autre narratif, ça n'arrange pas. Voilà, donc on les attaque et à chaque
et chaque jour, on change d'angle, etc. On utilise d'autres relais. Maintenant, mais cette guerre maintenant est dévoilée. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il faut se prémunir. Justement, c'est pour ça que ça devient vraiment un impératif, si vous voulez, y compris au niveau de la défense et de la prévention, de pouvoir organiser, échafauder des stratégies en collaboration, en synergie, si vous voulez, d'abord le secteur médiatique national, mais aussi en créant des ponts et des coopérations avec d'autres organes médiatiques, exactement, africains, sud-américains, asiatiques, mais aussi en Europe. Parce que ce qu'on a remarqué, par exemple, parce que je pense que la campagne médiatique de diabolisation infâme qu'a subi l'Algérie depuis quelques mois de la part de l'extrême droite et des lobbies médiatiques oligarchiques en France devient vraiment un cas d'école qu'il s'agit d'étudier parce qu'on sera confronté à des attaques informationnelles encore plus importantes, à mon avis, dans un futur proche. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il y a eu, si vous voulez, un acquis de notre part, c'est qu'on a réussi à toucher une partie de l'opinion qui n'est plus dupe et qui ne croit pas aux mensonges qui sont relayés depuis déjà des années par des médias masses aux mains d'intérêts oligarchiques qui représentent, si vous voulez, l'intérêt d'une minorité, y compris en France, par exemple. C'est pour ça que, Sofiane Faisal, que par exemple, on a vu que beaucoup de ce qu'on appelle cette population occidentale qui a décroché avec les mainstream trouve une alternative dans ce qu'on appelle les médias, par exemple, africains, parce qu'il y a une autre voie de la vérité que ces gens sont avides d'écouter et qui ne trouvent pas chez eux. Et ce n'est pas gratuit si cette avidité ou cet intérêt est porté aux médias tels que par exemple notre chaîne en particulier. Bien sûr, je veux dire... Parce que là, il a par exemple Gaza, la guerre de Gaza menée contre la population civile à Gaza. Ça fait tomber les masses. 48 000 morts à ce jour, 150 journalistes. 150 journalistes notamment, parce que c'est du jamais vu dans l'histoire. Un nombre aussi élevé de journalistes tués en une période aussi courte dans un espace réduit. Bien sûr, ça ne fait pas scandale ailleurs. Bien sûr, ça ne fait pas du scandale. On fait en sorte que ça... Comme si ces journalistes n'ont jamais existé. On en parle très peu d'ailleurs. L'un des avantages de Gaza, justement, c'est d'avoir dévoilé beaucoup de choses. Beaucoup de réseaux sociaux où on chante la liberté d'expression, notamment la société Meta qui gère Instagram et Facebook, pratique la censure à grande échelle. Le réseau X qui a laissé un peu de liberté par rapport des gens, par exemple, des personnalités, des partis, des organisations qui soutiennent le peuple palestinien, qui dénoncent le génocide sioniste. Aujourd'hui, le réseau X, comme par hasard, il est attaqué. Certains, ils ne veulent plus parce que sous prétexte que le propriétaire Elon Musk, il est avec le président Trump aux États-Unis. C'est pas ça le but. Parce que X a laissé quand même des messages de soutien, une petite fenêtre. C'était le seul d'ailleurs. Il faut noter que c'est le seul réseau qui a laissé ça. Et en France, où on nous donne aussi des leçons de morale et de journalisme, des gens arrêtés pour un simple post publié, je veux dire. Un simple post avec une pastèque, même pas avec un commentaire. Exprimer leur position. Criminalisation de la solidarité avec la Palestine. Criminalisation, et les gens ont disparu des antennes et des espaces publics parce qu'ils se sont solidarisés avec la Palestine. Regardez ce qu'on fait à la députée européenne Rima Hassan. C'est chaque jour les attaques contre Rima Hassan. Chaque jour, à chaque déclaration, on l'attaque tout simplement parce qu'elle dénonce les crimes d'Israël et les génocides commis à Gaza. Et donc, ces pays donneurs de leçons, maintenant, on sait ce qu'ils sont en réalité. C'est pour ça que je disais les masques sont tombés. Absolument, les masques sont tombés. D'ailleurs, sur ça, il y a eu aussi beaucoup de mouvements de journalistes, notamment de services publics. On peut citer l'exemple de Radio France ou de la BBC en Angleterre qui ont contesté le traitement tronqué sur notamment le génocide qu'a subi le peuple palestinien à Gaza, mais même sur d'autres cas. C'est-à-dire que, si vous voulez, on reproche à des pays comme l'Algérie ou d'autres d'être, si vous voulez, de contrôler les médias, mais en réalité, ce qu'on constate de manière objective et éloquente, c'est qu'il y a vraiment un contrôle total et complet sur les lignes éditoriales et sur tout ce qui est avancé par les médias mainstream, notamment les médias oligarchiques qui répètent tous la même chose sans même se soucier des règles déontologiques de base, par exemple de vérifier la véracité d'une information. Sur le cas par exemple... C'est ahurissant de voir comment les mêmes phrases reviennent sur tous les plateaux de télévision. Si tu étais chez nous, on aurait dit, voilà ce qu'on vous disait. Voilà, c'est du matraquage médiatique. Si vous permettez, Laïla et Sophia, je vous donnerai un exemple. Regardez comment ils ont traité
la libération des captifs du Hamas, du mouvement Hamas, de résistance Hamas. Il y a beaucoup à dire. Oui, et les captifs ont eu accès, ont eu droit à des interviews, on est allé voir leurs familles, on est allé les montrer, etc. On n'a pas vu ça avec les prisonniers palestiniens. Est-ce que vous avez vu des sujets par ces médias mainstream faire un portrait d'un prisonnier qui est sorti, d'une femme qui est sortie, d'un enfant, parce qu'Israël est le seul pays au monde qui incarcère les mineurs. Les mineurs, qui parfois il y a même des boules de des enfants de 14 ans, de 12 ans. Absolument. On ne les a pas vus. On n'a parlé que des captifs. Vous voyez, donc les médias, on a même parlé de l'état de santé de certains otages, entre guillemets, parce qu'on va discuter même le mot otage. Il est très controversé. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais je disais qu'on a même commenté sur l'état de santé des otages. Et Dieu sait que les otages étaient bien pimpants, bien roses, souriants. Et on se disait, oui, dans quel état? Alors qu'on a vu des prisonniers palestiniens qui ont changé, leur visage a changé. Complètement squelettiques, sans parler des sévices dont le corps parle de lui-même. Je veux dire quand justement, même... il y a vraiment un enjeu sémantique très important. On va parler, c'est-à-dire qu'il y a une lutte sémantique très importante à laquelle on doit être très prudent à cet aspect-là. Par exemple, en faisant attention à comment on relaie les grandes agences internationales, notamment AFP. D'ailleurs, le ministre de la Communication en a parlé dans son allocution. On doit développer notre propre sémantique parce que déjà, les mots qu'on utilise font partie, si vous voulez, du conflit dès le départ. Et il faut vraiment faire attention. C'est des éléments de guerre, au fait. Exactement, parce que comment on traite l'information, c'est quelque chose de très important. Après, j'aimerais aussi la preuve, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le mot génocide n'a pas été prononcé sur les plateaux. Même pas le mot de guerre. Même s'il a été utilisé par la Cour internationale de justice et par la CPI, par le droit international. Paradoxalement. Il y a un autre aspect, à mon avis, qui est important, qui est très important à développer, c'est le fait que il y a une forme d'escalade, mais plus que d'escalade, de dérive. On voit par exemple des responsables politiques ou alors des artistes, des intellectuels sur des plateaux de télévision faire ouvertement des appels à la haine ou alors des appels au crime. On va revenir sur le discours du fils de Sarkozy. Par exemple. Il est planifié, ne vous inquiétez pas. Tout comme d'ailleurs, vous aurez remarqué ces derniers temps, juste après la visite pour ne pas un petit peu nous perdre dans le débat, et Dieu sait qu'il est très intéressant, mais il y a eu le discours quand même, enfin pas le discours, l'écrit qui a été fait, la publication sur les fameux soi-disant officiers algériens qui seraient détenus. C'est un article de Monte Carlo International en arabe de qui est paru sur le site. Arabe. Et que par la suite ça a été relayé par donc un média, je crois, par la télé syrienne. Syrienne. Donc c'est-à-dire au moment présenté le ministre des Affaires étrangères Ramdan Amamra. Voilà, au lieu de dire que M. Amamra n'est plus ministre depuis quelques années déjà. Celui qui écrit était vraiment pas au courant de qui était actuellement le ministre algérien des Affaires étrangères. Alors Faisal Mettaoui, je voulais savoir pourquoi avoir attendu que le ministre Ahmed Attaf se rende en Syrie, la première sortie après la venue de Shara à la tête du pays, pour que ce genre d'article pilule. Alors, l'article, il est très, je veux dire, très hostile. Alors, c'est une fake news qui a été déjà relayée au départ par les réseaux du Makhzen marocain. Ça veut dire que ça fait au moins depuis le mois de novembre, depuis qu'il y a eu l'évolution de la situation en Syrie, on va dire le changement de configuration politique, que cette fake news a été diffusée par certains réseaux très connus pour leur proximité avec le Makhzen et avec les services de renseignement marocains. Après, ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire, c'est que la fake news a été utilisée clairement pour essayer de saboter, si vous voulez, les relations entre l'Algérie et la Syrie et pour essayer de diaboliser l'action diplomatique algérienne. L'information, heureusement, a été démentie déjà par la télévision syrienne. On connaît la nature du correspondant qui est apparemment un journaliste type mercenaire et surtout, apparemment, il y a une enquête. Il y a une enquête pour essayer de délimiter les responsabilités à l'intérieur de la rédaction du site internet de Monte Carlo International, ce qui nous rappelle l'affaire Rachid Mbarki, qui a justement débouché sur le licenciement et sur la condamnation de ce journaliste qui recevait des instructions
parfois même, si vous voulez, rémunérés, à la fois de la part des services de renseignement du Makhzen, mais aussi de la part d'officines de désinformation qu'on a citées précédemment. Oui, une dérive très grave, d'ailleurs, dans un autre pays qui se respecte, ces journalistes, entre guillemets, parce que c'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas ce qu'ils sont, eh ben, ils seraient passibles de poursuites judiciaires, d'autant plus qu'ils ont impliqué un petit peu, tenez-vous bien, des officiers sahraouis, ce qui veut tout dire. Donc, messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de notre débat. Merci de l'avoir éclairci, de l'avoir éclairé par votre lanterne. On se retrouvera la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.